Ben, j'espère que cette fois ce sera mieux. J'ai trouvé un nouveau poste de gardiennage dans une vieille caserne de pompiers. C'est correctement payé et de nuit. Je dois prendre mon poste dès ce soir. Je vais donc partir tout de suite, j'aime bien arriver un peu en avance. Ouah, c'est pas une caserne dernière génération. Ce serait plutôt une caserne d'il y a plusieurs décennies. Bon, je suis pas là pour critiquer, je vais plutôt aller prendre mon poste. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Walkman? Je savais même pas qu'on pouvait encore en trouver. Oh, il y a une cassette avec? Eh bien voilà qui change. Au moins il semblerait que mon prédécesseur ait pensé à moi. Voyons ce qu'il me raconte. Bonjour à toi mon successeur, et bienvenue dans ton nouveau poste, dans cette caserne de pompiers. Le bâtiment est beau, n'est-ce pas? Il est vraiment grand et très mal entretenu, je l'avoue. Ah, super mal entretenu. Ça veut dire des araignées, des toilettes défectueuses et j'en passe. Bon, peut-être que j'exagère, voyons ce qu'il dit ensuite. C'est triste, n'est-ce pas? Se dire que tant de personnes ont travaillé ici jour et nuit pour assurer notre sécurité et que finalement le lieu soit jeté comme si ce n'était rien, c'est d'une tristesse. Mais que veux-tu, c'est comme ça. Que lui est-il arrivé? Oh, rien de bien spécial. Enfin, si des choses assez spéciales, même très très spéciales. Mais je t'en parlerai après. Non, c'est juste que, officiellement, le lieu n'était plus aux normes. Tu vois, c'est le progrès qui avance et les bâtiments ne suivent pas. Malheureusement, c'est comme ça. Ici, je te rassure, il n'y aura rien de bien méchant. Enfin, dans un premier temps. Car oui, le bâtiment est un peu spécial, comme je l'ai dit. Mais en même temps, c'est une caserne de pompiers. Tu t'attendais à quoi? La maison de monsieur et madame tout le monde? Ben non, pas du tout. Ce lieu a une âme. Des gens ont travaillé, ils ont souffert, et d'autres en sont morts. Ah ben voilà, je le sentais venir. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Au moins, je vais être prévenu de ce qui m'attend. Et ça me change. Énormément même. Alors oui, tu dois bien sûr éviter que des squatteurs, curieux, urbexeurs rentrent dans ces lieux car il a été racheté il y a très peu de temps. Bon, va-t-il être rénové en nouvelle caserne ou alors en, je sais pas, un hôtel ou n'importe quoi d'autre? Eh bien, je sais pas, je ne sais pas du tout. On verra bien. Normalement, les travaux vont commencer dans un mois. Alors veille bien sur le lieu. Mais il y a aussi une autre chose. Et là, est-ce que tu crois au paranormal? À tous ces fantômes, spectres, esprits, enfin appelle ça comme tu veux. Mais est-ce que tu y crois? J'espère vraiment que la réponse est oui, car ce soir, tu vas être servi. Tu vas être bien servi même. Surtout à la fin de la soirée. Mais je te dirai ça en dernier. Oula, j'hésite à continuer. Est-ce que j'ai envie d'être surprise? Tu as plusieurs outils à ta disposition. Déjà, oui, le Walkman que je t'ai laissé pour écouter ce que j'ai à te dire. Ensuite, tu trouveras aussi une liste de règles. C'est un peu le bazar ici. Attends, regarde. Elle est où cette fichue liste? Non, c'est pas ça, non. Oh, ça m'agace, je déteste chercher des trucs. Ah, la voilà. Oh, super. Bah, heureusement qu'il a fait un audio, hein. On pourrait croire que c'est un médecin qui a écrit cette liste, tellement c'est difficilement lisible. Des véritables pattes de mouche. Alors, je remets l'audio. C'est bon, tu l'as? T'inquiète pas, on va la lire ensemble. Mais il y a aussi, et surtout quelque chose de très important, à la fin de la soirée. Oui, je te parle beaucoup de cette fin de soirée, mais c'est vraiment spécial et moi-même, j'en ai jamais vu. Je me demande ce qu'il fout là, mais j'ai ma petite théorie là-dessus. Enfin bref, tu trouveras aussi un extincteur. Ah non, c'est vraiment pas un vieux modèle qui est là pour la décoration. Non. Oh non, il parle pas du vieux machin que j'ai vu en rentrant quand même. Ce truc peut vraiment fonctionner? Le bâtiment a été abandonné dans les années 80, mais c'est moi-même qui l'ai posé là. Parce que vraiment, ça sera très important. Non, mais tu aurais pu prendre un truc plus récent au moins. Tu sais, ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de gardien de nuit avant que moi je n'arrive? Ça faisait 7 ans. 7 ans qu'il n'y avait personne pour surveiller l'endroit. Et tu vas comprendre pourquoi. Bon, allez, je parle, mais ça va pas faire avancer la nuit tout ça. Tu es prêt? On va commencer. Règle numéro 1. Surtout, ne fais pas attention à l'explosion. Oui, dit comme ça paraît vraiment bizarre. Bon, je t'explique. Dans les alentours de minuit 30, 1h du matin à peu près, tu vas entendre une énorme explosion. Qu'est-ce que c'est?
Je sais pas du tout. Alors voilà un joli challenge. J'aimerais bien savoir d'où vient ce bruit d'explosion. Quelle heure est-il? Ah, bon, j'en ai encore pour 1h30 au moins. On verra bien. J'ai toujours cherché, mais impossible de trouver. Je soupçonne personnellement que c'était un produit inflammable qu'utilisaient les pompiers. Mais si, ça leur arrive des fois d'allumer des feux. Tu connais pas le principe de un coupe-feu? Ah non, mais merci, mais les coupe-feux, je connais. Et encore heureux vu la région d'où je viens. Bon, je vais avancer un petit peu ce passage. Effectivement, c'est le principe de faire un feu pour allumer un feu. Oui, c'est la rapide. Mais en fait, quand un feu avance et que c'est pas une fois un feu de ça arrive parfois que certains pompiers font vraiment un autre feu un peu plus loin. Celui-ci, il n'a rien maîtrisé, un problème. Comme ça, il brûle une zone, quand le feu, il arrive dans une zone, il n'a plus rien maîtrisé, et c'est top. C'est une stratégie d'un pompier très risquée, peu utilisée. Voilà. Mais bref, passons. Et d'où vient cette explosion? Je sais pas. En fait, on dirait qu'elle provient de nulle part. Enfin, de partout et de nulle part en même temps. Et non, je te rassure, pas de secousse, pas de déflagration, pas de montée de chaleur, rien. Juste du bruit. Et il arrive aussi parfois que si tu te trouves dans une pièce assez proche d'où provient l'explosion, eh bien tu pourras aussi entendre les bruits de ceux qui sont morts pendant l'explosion. Des hurlements, des cris d'agonie. Oh non. Tu ne peux rien faire. Vraiment rien faire. À part les ignorer et prendre sur toi. Ah et oui, je te préviens tout de suite, l'explosion tu t'y attends jamais. Même si tu sais qu'elle va se produire, tu vas te promener dans le bâtiment et à n'importe quel moment, boum. Donc oui, ça surprend, tu vas sursauter, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Enfin, je crois. Non, mais vraiment, il croit que je vais sursauter? Moi, je sursauterai pas vu que je sais qu'il va y avoir l'explosion. Je suis prévenue, non? Bon, enfin, on verra. Règle numéro 2. Tu risques d'entendre des bruits à l'extérieur du bâtiment. Des bruits de foule en colère. Si tu veux y jeter un coup d'œil, tu trouveras une manifestation. Enfin, ce sont les fantômes de la manifestation. Ah, c'est ça le bruit que j'entends dehors. Voyons, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Oh la vache, tout ce monde! Il est vraiment sûr que ce sont des fantômes? Ça fait vraiment beaucoup de monde. Je me demande si je devrais pas quand même aller... Non, je vais rester prudente et je vais continuer d'écouter ses conseils. Surtout, ne va pas les voir, car pour eux, tu es un pompier. Oui, tu n'as pas l'uniforme, certes, mais tu sais, les esprits, fantômes, oui, comme je te l'ai dit, appelle ça comme tu veux, eh bien, ils ne réagissent plus trop à le comment du pourquoi. Quand ils sont bloqués dans l'instant présent, pour eux, tout ce qui sort de la caserne, c'est un pompier. Alors surtout n'y va pas, car sinon, tu risques de prendre des coups. Alors, règle numéro 2, si tu vois la manif, reste dans la caserne, ne sors pas, et dès que tu commenceras à entendre les premiers coups de feu, éloigne-toi. Alors mon successeur, il se rend compte tu que tiens ça le coup? peut aussi être Tu une t'accroches? gardienne. Bon Il allez, dit toujours mon on successeur, continue mon car successeur, la il ligne n'est pas finie. exagère. T'as Moi, fait je la suis moitié du nana. chemin, je te Bon, c'est rassure. pas grave. Mais c'est pas encore fini. Comment ça, c'est pas fini? Bon, je vais me faire une pause café. J'ai bien besoin de souffler avec tout ça. Ah, j'entends du bruit. C'est quoi? Oh non, mais il y a quelqu'un qui crie là. Oh là! Un brancard? Il y a un brancard dans le couloir. À côté, on dirait... Ah, comment décrire ça sans être désobligeante? Bah, je vois pas, hein, tant pis. On dirait un tas de chair cramée. Ah, pardon, mais je vois pas vraiment comment dire ça autrement. Hein. Et en plus, il y a un trou au niveau du ventre. Oh, c'est super bizarre, j'ai l'impression d'entendre des pleurs. Je crois que je vais remettre l'audio. Hein. Ça me paraît pas très net et surtout, c'est pas très rassurant. Est-ce qu'il dit un mot là-dessus, voyons? Règle numéro 3 est la plus dure émotionnellement. Pas la plus difficile, mais vraiment si t'as un cœur d'artichaut, ça risque d'être très dur. Bon allez, je te rassure, ça dure qu'1 heure et tu vas pas tous les voir. Mais ça sera quand même très 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 long pour toi. Entre 1 heure et 2 heures du matin, tu vas voir tous ceux qui sont morts dans cette caserne. Tous. Enfin, presque tous. Il y en a qui voudront bien se montrer, d'autres qui seront un peu plus timides et qui apparaîtront peut-être un autre jour. Il y en a peut-être même que je n'ai pas rencontré moi-même. Bon, je vais te les décrire et si tu en trouves des nouveaux, eh bien, rajoute-les sur la liste. Je te l'avouerai que j'osais pas trop leur parler. Ils sont sympathiques, y a pas de souci, mais ça reste des âmes errantes. À quoi est-ce qu'elles pensent? Eh bien, on ne peut pas le savoir. Tu y trouveras aussi des mères, enfin, elles n'ont pas eu le temps de le devenir, qui ont eu des problèmes durant la naissance de leurs enfants. Elles, eh bien, tu les reconnaîtras très facilement. Regarde leur ventre.
Il sera ouvert et Oh complètement non, c'est vide. horrible. Bon, je te rassure, c'est pas un remake de La Nuit des Morts Vivants. Oula, que ma référence est vieille. Il y aura aussi ceux qui sont morts de crise cardiaque. Physiquement, tu les reconnais pas. Tu verras jusqu'au bout d'un moment, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre leurs mains sur le cœur. On a vraiment l'impression que quelque chose les dérange. J'espère que je tomberai pas dessus. Moi, j'avance un peu. Surtout, ne va y voir, car pour eux, tu es gentil. Oui, la licorne certes, mais tu sais, l'esprit pour le si tu veux, eh bien, il ne reste plus droit. Et toi, t'es toujours vivant? Tu tires encore le coup? Oula, c'est déjà cette heure-là. Bon, je vais faire une pause. Je crois quand même qu'il faut que je commence mon tour. C'est qu'il parle beaucoup, le bougre. Je crois que je vais commencer par l'extérieur, au vu de ce que j'ai déjà entendu sur l'intérieur. Puis ça va me faire du bien de prendre un peu l'air. C'est quoi ce bazar? Je croyais que la caserne était fermée. Pourtant, j'en vois qui sont en train de s'entraîner. Là-bas, je vois des pompiers. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je vais regarder un peu, puis ensuite je vais aller leur demander qu'est-ce qu'ils font là. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh mais non, mais c'est horrible! Oh non, mais ils sont en train de prendre feu! Il y a eu un retour de flamme, mais qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est horrible, c'est ignoble. Il faut que j'aille trouver cet extincteur. Il est où? C'était où déjà? Non, mais c'est pas vrai. Ils sont plus là? Oh là, non, mais je crois vraiment que je vais remettre l'audio. Là, c'est pas très clair. Allez, 4e règle. Cette fois-ci, tu vas devoir aller à l'extérieur du bâtiment. Il faut faire de temps en temps une petite ronde ici et là. Les graffitis, tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas très vendeur. Et surtout, au niveau de la rénovation, c'est pas top. Donc, tu dois vraiment empêcher tout vandalisme. Mais là, sur le parking, ça risque d'être encore un peu mouvementé. Non, il n'y aura pas de livreurs qui ont eu des accidents ni quoi que ce soit d'autre. Non, malheureusement, c'est un entraînement qui s'est mal passé. Il est possible que tu rencontres un groupe de pompiers qui s'entraînait sur les gros incendies. Tu sais, ceux qui nécessitent à être plusieurs. Un qui dirige le jet, l'autre qui le tire, et les 3 autres qui le tirent aussi, ou qui... je sais pas, j'ai jamais trop compris leur système là, mais admettons. Eh bien, ces 5-là, ils vont avancer avec tous leurs équipements. Le tuyau, les tenues, tout sera exactement pareil. Et sur le coup, tu pourrais même croire qu'ils sont bel et bien vivants et qu'ils sont en train de faire un exercice. Ben oui, mais non, c'est ils sont exactement morts. ce que j'ai cru. Alors, règle numéro 4, si eux tu les vois, eh bien, regarde-les si ça t'amuse. Mais pas trop près quand même, car un retour de flamme, ça peut être très rapide, comme pour eux. Et toi aussi, tu pourrais être brûlé. Ah ben oui, merci, j'avais remarqué. J'aurais mieux fait d'écouter avant. De quoi? D'après toi, non? Non, ça ne craint rien du tout. Techniquement, oui et non. Oui, normalement, les flammes, ça ne craint rien parce que les flammes fantômes, ça n'existe pas, ou alors pas que je sache. Mais c'était pas des flammes ordinaires. Bon, tu sais quoi? Je crois que c'est le moment. Je vais te parler de toutes ces choses que je t'ai dit au début. Là, tu vas comprendre. Alors, règle numéro 5. Mais avant de commencer, tu retournes à ton bureau, tu vas chercher l'extincteur, t'inquiète pas, il est prêt. Il y a juste à appuyer et c'est bon. Et surtout, à partir de 3h du matin, tu ouvres grand tes yeux, tu tends les oreilles et tu fais super méga attention. 6 mois avant la fermeture, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour blessé pour entrer à la caserne. Il a appelé les pompiers, ils l'ont ramené ici car il ne voulait pas embêter les hôpitaux. Donc ils lui ont fait des petits bandages rapides. Mais quand cette personne a été tout seul, pendant quelques petites secondes, il s'est enfermé dans les vestiaires. Et c'est là qu'il a fait quelque chose d'horrible. Il a fait un genre de rituel satanique ou invocation, je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, cet enfoiré a réussi. Et il a fait venir une créature qui officiellement n'a pas vraiment de nom. Certains les appellent des diablotins, des atronax de feu. Mais le plus important à retenir, c'est que cette chose est là, et elle apparaîtra toujours à 3h du matin, et elle restera dans le bâtiment, à se promener comme cela pendant 30 minutes. Je ne l'ai croisée que 3 fois, et à chaque fois, j'ai eu très chaud aux fesses, au sens propre du terme. Cette créature est grande, elle fait au moins 2 mètres de haut. Elle est très fine, elle ne marche pas à proprement parler. En fait, elle est élevée au-dessus du sol de 10 cm. Elle avancera dans le bâtiment sans aucun but, sans chemin précis. Je ne peux malheureusement pas te dire où est-ce qu'elle va apparaître et où est-ce qu'elle disparaîtra. Ça, c'est à son bon vouloir. Le bâtiment est maudit et c'est son
bâtiment, son lieu, sa maison. Je suis sûr que c'est elle qui a provoqué l'accident avec les pompiers, même si cela n'a jamais été officiellement prouvé. Mais crois-moi qu'elle a provoqué bien d'autres accidents. Si tu rencontres cette créature, eh bien, à part la fuir et essayer d'éteindre les flammes qu'elle risque de t'envoyer au fur et à mesure, je ne peux rien te dire d'autre. Cette créature est puissante, extrêmement puissante. Toi, tu ne peux rien faire. Tu pourrais avoir l'extincteur le plus puissant du monde, avoir les lances des pompiers, qu'importe, tu ne rivaliseras jamais avec elle. Mais il y a tout de même quelques astuces pour l'éviter. Déjà, forcément, il va faire chaud. Ça, c'est logique. Quand elle sera à moins de 20 mètres de toi, tu commenceras à sentir la température augmenter. Ça sera tout léger dans un premier temps, peut-être même que tu n'y porteras pas attention. Mais dès qu'elle sera à moins de 10 mètres, là tu le sauras. C'est inévitable. Et à moins de 5 mètres, en admettant qu'elle soit à l'extrémité d'une porte et que toi tu es dans une pièce, eh bien tu pourras commencer à l'entendre. Mais si tu as déjà entendu des feux qui brûlent, ça fait des petits crépitements. Eh bien ça, tu pourras l'entendre. Mais à part ça, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ça reste quand même un genre de démon, semi-démon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais n'essaie vraiment, mais vraiment pas faire du corps à corps avec. Tu as perdu d'avance. Sa température monte à bien plus de 300 degrés. T'avais pas remarqué que tout le bâtiment comme ça était cramé? À ton avis, c'est pourquoi? Regarde par terre. Tu ne vois pas le chemin noir qu'il y a partout? C'est son passage. C'est elle qui brûle tout. Bon, après, je ne te dis pas que c'est un endroit miracle, mais il y a des chances qu'elle n'entre jamais au niveau des douches. Je ne sais pas si elle peut ressentir l'humidité ni quoi que ce soit d'autre, mais personnellement, je ne l'ai jamais vue entrer dedans, donc peut-être, je te dis bien peut-être, que c'est un endroit sûr. Après, je ne te le garantis pas à 100%. Donc, fais comme tu veux. Si dans le pire des cas, tu ne sais pas où aller, va dans les douches. Mais prends quand même cette info avec des pincettes. Car s'il t'arrive quelque chose alors que tu es dans les douches, eh bien, ça serait ma faute. Et très franchement, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Je ne peux que te souhaiter bonne chance et si à la limite, essaye aussi de ne pas rester sur place, sauf dans les douches, mais essaye d'être toujours en mouvement pour peut-être, je dis bien peut-être, ne pas attirer son attention. Ah et oui, elle a une ouïe très sensible, donc ne fais pas de bruit, car sinon elle te repère directement. Mais je pense qu'elle a une mauvaise vue. Je suis pas sûr. Mais attention, ne joue pas à Jurassic Park et de rester à côté d'elle en mode « c'est bon, je suis une statue, je bouge pas ». Ah non. Si elle passe à moins de 2 mètres de toi, tu ne pourras pas rester immobile. C'est impossible, tu auras beaucoup trop chaud. Et si elle passe à 1 mètre de toi, tu es mort. Et comment? Brûlé? Non, pas du tout, plus qu'encore, t'auras pas assez de chance. Si elle reste à 1 mètre de toi, tu vas bouillir. Alors ne joue pas à la statue à côté d'elle, car ça n'en vaut vraiment, mais vraiment pas la peine. Mais comme je te l'ai dit, ça ne durera qu'une demi-heure. Certes, une très longue demi-heure, mais juste une seule. Perso, j'ai déjà connu pire. Oh, j'espère que cette partie est plus qu'exagérée. Car avec la chance que je me tape à chaque fois, il est plus que probable que je tombe dessus. J'espère pas. En plus, je crois qu'il est temps d'y aller, là. J'ai du mal à trouver la motivation. Pourtant, la dernière fois, je m'étais dit qu'au moins, si j'avais été averti par quelques règles, ça aurait été plus simple. Mais maintenant que j'y ai droit, je me rends compte que de savoir va probablement m'éviter de grosses déconvenues, mais que surtout, c'est pas hyper motivant de se lancer dans des couloirs sombres en sachant que... Oh, et dire que je pensais que je sursauterais pas avec l'explosion. Bon, heureusement qu'il n'y a personne pour se foutre de moi. Bon, allez. Sur quoi je vais tomber? J'ai la boule au ventre, moi, maintenant. Allez, tout va bien se passer. Allez, je vais d'abord voir si je peux trouver l'extincteur du siècle dernier, en espérant qu'il fonctionne bien. Et surtout que j'en aurai pas besoin. Ah, le voilà. Ah ben, génial. Monsieur n'a pas pensé à préciser qu'il pesait une demi-tonne. Je sais que j'exagère, mais enfin, c'est bien plus lourd que ce à quoi je m'attendais. Je vais sûrement le reposer par là, quand même, c'est un peu lourd. J'hésite à me le trimballer pendant toute ma ronde. Peut-être que je peux m'en passer, ou pas, j'hésite. Oh là, c'est quoi? Ce sont bien des crépitements que j'entends? Oh bon sang, j'aime pas ça. Et j'ai pas du tout pensé à regarder le plan pour savoir où étaient les douches.
Allez, je vais tourner ici. Non. Oh zut, la chose risque de m'entendre. J'ai aucune envie de bouillir, moi. Allez. C'est par où? Oh là, voilà autre chose. Je me souviens pas qu'il ait parlé de ça. Il y a un couloir entièrement calciné. Il y a des pleurs. Je vois 2 silhouettes blotties l'une contre l'autre. Oh, je crois que j'ai aucune envie d'en savoir plus. Je vais directement tourner ici. Ah, super. Des traînées noires partout sur le sol et encore les crépitements. Ah, c'est par où? Ah, super, j'ai trouvé les sanitaires. Je vais aller dans les douches et patienter quelques minutes, jusqu'à ce que je n'entende plus rien. Oh ben voilà, là ça devrait aller. J'entends plus rien, voyons. Je vois rien de bizarre, c'est bon. Ah, la nuit est bientôt finie. Et si on se pose la question, j'ai pas tellement envie, en fait, de continuer. Même s'il peut y avoir pire niveau odeur, et j'en suis pas sûre, ça pue tellement le brûler, c'est extrêmement désagréable, mais surtout, les visions d'horreur à la Silent Hill, avec tant de noirceur, c'est très peu pour moi, je crois que je vais aller tenter ma chance ailleurs. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dernièrement, lors de ma dernière urbex. Je vous mettrai les images que j'ai réussi à conserver. Tout avait très bien débuté. Arrivé sur place, un temps magnifique et personne. Idéal pour filmer. Et commencer avec mon petit « Salut mes chers explorateurs et amateurs de sensations ». J'avais choisi de me rendre dans un lieu légèrement différent de d'habitude, puisque pour la première fois, et certainement la dernière fois, j'avais opté pour l'exploration d'une demeure réputée hantée. Je dis une demeure, car au vu de la taille de l'édifice et de son histoire, c'est le terme le mieux adapté. La propriété est une ancienne maison seigneuriale, d'où son imposante stature. Elle a une longue histoire, et malgré cela, elle n'a appartenu qu'à une seule famille, une lignée puissante, proche d'un dictateur. Ce dernier, dont je tairai le nom, y a dormi de nombreuses fois. Le chef de cette famille, quant à lui, était grâce à ses relations, bien sûr, devenu maire d'une grande ville, et c'est ainsi qu'il a réussi à faire édifier cette grande demeure. Malheureusement, cette dernière ne lui apporta que du malheur, en dehors même des exactions commises en son sein. Ça a été une véritable hécatombe, un enchaînement d'événements troublants et malheureux. Déjà, lors de sa construction, plusieurs ouvriers ont perdu la vie. Par la suite, le propriétaire perdut son bébé, à l'âge de 13 mois, dans des circonstances assez troubles. Puis sa femme mit fin à ses jours d'une façon très violente. Elle est allée dans la cuisine, a ouvert un placard, pris de l'alcool et s'est immolée. Puis a monté l'escalier pour aller s'asseoir, toujours en feu, dans la chambre de leur bébé. Et peu de temps après, la dictature est tombée. Son principal appui disparu, il a rapidement été ruiné, et la maison, avec tout ce qu'elle avait abrité, fut abandonnée du jour au lendemain. On dit depuis qu'elle est hantée, et des rites sataniques y sont régulièrement pratiqués. C'est pour cette raison que j'ai voulu commencer l'exploration de jour. Je n'avais pas trop envie de tomber sur des satanistes ou d'autres personnes venues dans l'idée de pratiquer quelconque cérémonie. En voyant que j'étais seule et parfaitement tranquille, je me suis détendue et j'ai commencé mon exploration en décidant de rester jusqu'à la nuit. Vous voyez en même temps les premiers rushs. Vous n'aurez malheureusement pas toutes les images parce que franchement, entre les images de nuit toutes pourries, parce que j'avais pas prévu de tourner de nuit quand je suis partie de chez moi, et la peur qui m'avait envahi, j'ai abandonné l'idée de m'appliquer à filmer. Quand j'ai commencé à vraiment flipper, j'ai carrément rangé la caméra. Et j'ai surtout eu envie de rentrer chez moi le plus vite possible. En fait, j'ai quand même l'audio parce que j'ai pas pris le temps de l'éteindre, je l'ai juste mise dans mon sac à dos. Voilà le début. Waouh, les explorateurs! Vous voyez ça, c'est dingue! Elle est franchement top cette maison. On va se régaler et vu comme c'est calme, je pense qu'on reviendra ici ce soir. En attendant, je vais m'installer par là et je vous retrouve très vite au coucher du soleil. Coucou, me revoilà. Ça y est, l'astre du jour s'apprête à laisser place à celui de la nuit. C'est le moment idéal pour nous de retourner explorer certaines parties de la maison.
J'avoue que je me sens quand même plus tendue que cet après-midi. C'est marrant comme dès que la lumière baisse, l'ambiance change du tout au tout. Ça fait un drôle d'effet. Allez, c'est parti, let's go. Je vais directement aller à l'étage. Putain, vous avez entendu aussi? C'est des pleurs de bébé? C'est super glauque. À moins que ce soit mon imagination qui me joue des tours. Je suis tellement angoissée que ça ne m'étonnerait pas. Ça doit être ça. Ça existe ce truc-là? Vous savez, quand le cerveau associe les images qu'il perçoit à quelque chose qu'il connaît déjà, comme voir des images dans des tâches. C'est de ça dont je parle, mais est-ce que ça existe pour les sons? Sûrement. Ou alors j'ai simplement halluciné. En tout cas, j'ai pas envie de penser à autre chose. Il paraît qu'on peut inconsciemment se persuader de ressentir des trucs. J'avais vu ça dans une vidéo sur ça, en fait. Comme des témoignages qui sont sincères, mais sincèrement faux. En tout cas, je suis en condition, si je puis dire, et je vais aller voir la chambre. Ah, j'ai l'impression que malheureusement, on ne voit pas grand-chose à la caméra. Mais comme je vous l'ai dit à la base, je comptais pas filmer de nuit. Donc on fera avec, pas le choix de toute façon. Je verrai si j'arrive à en tirer quelque chose. Sinon, ça fera une partie podcast. Alors, j'arrive sur une première chambre. Ah non, en fait, on dirait plutôt un ancien bureau. Il reste quelques meubles ici, contrairement en bas, où tout a été pillé. Et d'ailleurs, en extérieur, en bas, j'ai filmé des petits tas de pierres disposés étrangement dans l'ancien réservoir d'eau. Enfin bref, j'essaierai de trouver, si je peux vous montrer les images après. Je vais essayer surtout de trouver la chambre de leur enfant. Voyons, est-ce que c'est là? Non, j'ai pas l'impression. J'y vois pas très bien, et franchement c'est pas très rassurant. J'ai même limite du mal à voir où je mets mes pieds. Ah, je crois que j'ai trouvé. Oh mais non. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça? En fait, à cet instant, j'étais tétanisée. Une vraie statue. Et si je n'ai pas réussi à bouger, c'est parce que j'ai vu une silhouette sombre, comme assise sur le côté du lit, puis plus rien. J'ai eu l'impression d'enfin me remettre à respirer, quand j'ai senti une horrible odeur de chair brûlée, une odeur infecte et déstabilisante que je ne souhaite à personne de sentir. Je me suis retournée et elle était là, assise sur le lit, la peau noircie, enfin ce qu'il en restait. Aucun cheveu et ses yeux avaient l'air d'avoir fondu. Je n'avais plus qu'une envie, c'était de partir. Et malgré ce qu'on pourrait penser, ce n'a pas été ça le pire. Certes, c'était une vision d'horreur qui va me hanter pendant longtemps, mais c'est le reste, bien plus concret cette fois. En fait, qu'est-ce qu'on craint le plus quand on fait de l'urbex? Bon, de tomber sur des flics, c'est pas si grave. Mais oui, de tomber sur des gens pas nets. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Quel pourcentage de risque il y avait pour que d'une part, je voie des apparitions paranormales et que d'autre part, je tombe en plus sur des personnes louches. Une vraie Pierre Richard. Bon, je me doute que vous avez pas la ref, mais c'est pas grave. Donc, voilà la suite de mon enregistrement. Bon sang, est-ce que vous avez réussi à voir? Sûrement pas. J'ai eu si peur. J'ai voulu bouger, mais je n'ai pas pu. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu. Je suis désolée les amis, mais je n'ai plus du tout envie de continuer. Je flippe et j'ai juste envie de rentrer chez moi. Je vais redescendre prudemment et retourner à la voiture. Vous entendez? J'espère que ça s'entend. J'entends des pleurs et des voix aussi. Attendez. On dirait vraiment des voix. Je veux dire que j'ai l'impression que je ne suis pas seule. Oh pétard, c'était stupide comme idée de rester de nuit et toute seule. Je sais plus ce que je dois faire. Je n'ai aucune envie de rester là dans ce lieu maudit, mais je n'ai pas plus envie de voir qui a pu venir ici de nuit. Surtout que je savais que certains pratiquaient des sortes de rites sataniques dans cette maison. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, j'aurais dû faire un live, au moins vous auriez pu me conseiller. Je vais essayer de descendre sans me faire remarquer. Ils sont dans la grande pièce. Ils ont allumé des bougies. J'ai vu 5 personnes.
Ils sont peut-être plus nombreux. Oh putain, j'ai l'impression qu'ils vont faire un sacrifice. Il y a une cage dans le fond avec un truc dedans. J'arrive pas vraiment bien à voir. Oh, je le sens pas du tout, je vais sortir. Oh, je suis enfin dehors. Oh, vite. Oh merde, c'est pas vrai. J'ai un pneu à plat, comment je fais, moi? Oh, si je prends le temps de le changer maintenant, je risque d'être trop exposée. Oh là là. S'ils voient la voiture, ils vont peut-être me chercher. L'ancien réservoir d'eau, je pourrais facilement m'y cacher. Je tremble comme une feuille. C'est la meilleure idée que j'ai pu trouver. Je vais rester là. En fait, je suis restée là un très long moment, cachée. En fait, jusqu'au petit matin, terrorisée en entendant par moments des sons étranges. J'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillée, il n'y avait plus personne. Enfin, je suis pas allée vérifier. Je suis directement allée changer le pneu de ma voiture et je suis rentrée chez moi. Et croyez-moi, je ne suis pas prête de retourner de nuit faire une urbex, et encore moins dans une maison réputée hantée. Ça me servira de leçon. Lorsque j'avais 17 ans, j'ai dû vivre en internat dans une vieille maison de la ville. Le plus drôle, c'est que quelques années auparavant, environ 2 ou 3 ans, j'y avais fait une urbex avec une amie. On n'arrêtait pas en allant au collège de passer devant cette maison du centre-ville. Une vieille maison abandonnée, vous savez, ces maisons de ville à plusieurs étages. Et au bout d'un certain temps, on s'était enfin décidé à l'explorer. C'était bien sûr avant qu'elle ne soit récupérée et transformée en internat. Enfin, transformée, faut le dire vite, mais j'y reviendrai plus tard. C'est à cette époque que je m'étais renseignée. Je trouvais ça curieux qu'une telle bâtisse reste inoccupée en plein centre-ville. Surtout qu'elle était plutôt jolie et imposante. Enfin, quand je dis jolie, je veux surtout dire qu'on voyait bien de l'extérieur que c'était une belle construction, avec de hauts plafonds et de nombreuses pièces. Et notre visite avait confirmé nos impressions. Encore plus intriguée, j'étais simplement allée consulter le cadastre pour voir qui étaient les derniers propriétaires. Et d'après ce que j'avais découvert, le bâtiment était simplement un petit couvent comme il en existait tant d'autres à l'époque. En fait, c'était aussi courant que les boulangeries aujourd'hui. Enfin bref, rien de vraiment passionnant pour nous à ce moment-là. Au début de mon année de terminale, mes parents ont reçu une proposition de travail difficilement refusable pour eux, surtout au vu de toutes les améliorations que ça allait leur offrir. Le seul petit souci était qu'il fallait déménager, et moi, j'en avais vraiment aucune envie. J'avais toujours habité dans le même coin. Depuis petite, j'étais dans cette ville, j'avais tous mes amis et de bonnes perspectives d'études ici. J'avais fait toute ma scolarité et débuté ma dernière année. Alors, mes parents acceptèrent de faire la demande à mon lycée pour voir s'il y avait une possibilité de logement pour moi. Mais l'internat était complet. J'ai cru que mes espoirs allaient s'envoler aussi vite qu'ils étaient apparus, jusqu'à ce que la secrétaire indique à mes parents qu'il existait plusieurs petites structures indépendantes avec lesquelles ils travaillaient en partenariat, toutes situées à proximité de l'établissement, que peut-être l'une d'elles aurait encore une place pour moi. Après la joie de cette annonce, je me suis rendu compte que mes parents, eux, n'étaient pas très enthousiastes à cette idée. Interne dans le lycée, c'était une chose, mais une chambre à l'extérieur, pour eux, s'apparentait plus à un logement étudiant. Heureusement pour moi, la secrétaire a gentiment expliqué le fonctionnement de ces micro-internats, lesquels avaient des règles strictes en matière de sortie et étaient sécurisés. Nous sommes donc allés visiter le seul dans lequel il restait une chambre de disponible. Et quelle ne fut pas ma surprise en voyant que c'était l'ancien couvent. J'étais amusée et avais encore plus hâte de voir comment ils avaient aménagé la bâtisse. Bien, c'était sobrement. La grille à l'entrée avait bien entendu été réparée et modernisée, puisqu'elle était raccordée à un interphone et un digicode. Nous nous sommes présentés, et accompagnés par un joli grincement, le vieux portail en métal s'est ouvert. Juste après, il y avait une caméra, ce qui a eu l'air de soulager ma mère, mais qui semblait largement insuffisant aux yeux de mon père. Sur le perron, devant l'immense porte, se tenait une dame d'un certain âge, au visage strict et doux à la fois, ce qui était plutôt déconcertant pour moi. C'est elle qui a énuméré les règles de l'internat. Rentrer dans les 15 minutes suivant la fin des cours.
Interdiction de sortir, sauf pour des rendez-vous particuliers, précisés à l'avance avec l'accord signé des parents. Elle a décrit les repas, leurs horaires, et a fini de rassurer mes 2 parents. Une fois qu'ils étaient partis, elle prit plus de temps pour m'accueillir et me montrer les différents lieux et leurs fonctions. Puis, elle me fit asseoir à table et me regarda droit dans les yeux pour m'expliquer qu'il était vraiment très important de bien respecter toutes les règles et que je devais les apprendre par cœur tout en me tendant une longue liste. Elle me dit de bien l'étudier, puis de la signer. La liste est vraiment plus longue que ce qu'elle m'avait déjà dit. Il y avait des horaires précis à respecter pour absolument tout, du petit déjeuner jusqu'au coucher. J'ai trouvé certaines choses un peu trop strictes et me souviens avoir pensé « Ok, je signe, mais si j'ai envie de manger du chocolat devant une série à 22h, c'est pas son papier qui va m'en empêcher. Et franchement, qu'est-ce que je risque dans le fond? Et qu'est-ce qui pourrait gêner si j'ai envie d'aller à la bibliothèque à 3h du matin? Elle dormira sûrement. Puis, lire un livre n'a jamais réveillé quiconque. Bon, sauf si je lis un truc effrayant et que je me mets à crier comme une imbécile, mais c'est pas le propos. Ce n'est qu'au bout de quelques semaines que j'ai compris toute l'importance de ce règlement, a priori désuet et un peu trop strict. Lors de ma première semaine dans la maison, je n'ai enfreint aucune règle. Je suis rentrée directement après les cours, j'ai enlevé et rangé mes chaussures aussitôt que j'avais franchi le perron, je me suis présentée à la salle à manger à 19h précises, éteint les lumières et verrouillé la porte de ma chambre tous les soirs à 22h, etc. La semaine suivante, je me suis réveillée vers 00h30 avec une horrible envie d'aller aux toilettes. Le seul souci était que les toilettes de ma chambre étaient inutilisables cette nuit-là, le plombier étant prévu de passer le lendemain. Je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser les toilettes communes. Mais bien sûr, c'était interdit dans le règlement. Me voilà donc en train d'ouvrir la porte le plus silencieusement possible, le cœur battant à tout rompre, aussi bien à cause de mon envie pressante que de la peur de me faire surprendre. J'arrive enfin à destination et me sens doublement soulagée, vu que personne ne semble s'être réveillé. Et, lorsque je m'apprête à regagner ma chambre, je vois de la lumière sous la porte de la bibliothèque. Curieux, son accès de nuit est interdit. Évidemment intriguée, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller y jeter un petit coup d'œil. Enfin, ça c'est ce que j'espérais. Impossible d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée. Pourtant, je n'avais jamais vu de clé sur cette porte. J'ai entendu une sorte de ricanement, puis un bruit, et j'ai foncé dans ma chambre avec l'idée de revenir la nuit suivante. Ce fut finalement 2 nuits plus tard que j'ai entrepris mon expédition bibliothèque, et j'ai été complètement perdue, mais pas encore horrifiée. Pour commencer, j'ai encore entendu le ricanement, mais impossible de le localiser. Autant la première fois, j'étais sûre qu'il venait de la bibliothèque, autant là, une fois à l'intérieur, il me semblait venir du couloir. Ensuite, j'ai trouvé plusieurs ossuaires, plus ou moins dissimulés dans la bibliothèque, qui se sont dévoilés grâce à la lumière inclinée de ma lampe de poche. Quand je vous disais que les rénovations avaient été sommaires, ils ont juste effectué une mise en conformité de l'installation électrique, et tout le reste, ou presque, est resté comme à l'origine. J'étais sur le point d'en observer un de plus près quand j'ai été surprise par la directrice. Cela m'a valu un rappel complet du règlement, bien sûr, interdiction de quitter ma chambre, mais aussi quelques corvées supplémentaires. Oh, mais d'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de ma chambre. Ce sera rapide. Elle était très simple et sobrement meublée d'un lit, un petit bureau avec sa chaise, une vieille armoire démodée et grinçante, ainsi qu'une partie toilette. Et surtout, je suis presque sûre que je n'étais pas toujours seule dans ma chambre. Donc, les corvées, ce n'était peut-être pas si mal. Le premier jour, je me suis dit, au moins, il n'y a pas de sous-sol flippant dans lequel je vais devoir aller. C'était avant de découvrir la pièce la plus glauque de la maison, car c'est avec ces corvées que j'ai découvert la buanderie, et le moins que je puisse dire, c'est que je n'aimais vraiment pas cette pièce. Elle me donnait la chair de poule. C'était une grande pièce toute blanche, enfin plutôt grisâtre, avec de vieilles machines et associée à la chaufferie. Il y faisait donc toujours très chaud,
avec une odeur de désinfectant, de lessive et de moisi. J'avais toujours l'impression que quelque chose se cachait sous les piles de draps et de serviettes. En plus, il y avait régulièrement un genre de sifflement, sûrement dû à des infiltrations d'air, mais ça contribuait au fait que je détestais cet endroit. Sans compter qu'il y avait aussi cette étrange tache sur le mur, semblable à un visage. On m'avait dit que c'était sûrement de la moisissure, et malgré le fait que je connaissais l'appareil Dolly, j'avais cette sensation profonde que c'était pas ça, que cette étrange tache était autre chose. Et ça me mettait vraiment mal à l'aise, même plus que ça. Voilà comment j'ai vécu les événements de cette nuit où tout a dégénéré. Marie-Hélène, la responsable, m'avait demandé un soir de m'occuper exceptionnellement du linge de Caroline qui avait eu quelques soucis. C'était sa façon à elle de dire qu'elle avait vomi partout et que tout était sale. Un peu à contre-cœur, et surtout n'ayant pas vraiment le choix, j'ai accepté. Elle m'a précisé de ne pas traîner et de bien verrouiller après mon passage. Me voilà donc, avec la pile de draps malodorants, en train d'essayer de ne pas perdre le trousseau de clés, tout en me déplaçant dans les couloirs sombres menant à la buanderie. Bien entendu, il fallait que ce soit un soir d'orage, comme si j'étais pas déjà suffisamment stressée. Je rentre dans la pièce et j'essaie de caler un drap en boule pour être sûr que la porte reste bien ouverte. Et commence à mettre le linge dans la machine. J'en suis au second drap quand j'entends un sifflement. J'essaie de me rassurer en pensant à l'orage. J'enfonce ce deuxième drap en prenant soin de ne pas toucher le vomi, tout en frissonnant. Et soudainement, je me rends compte que contrairement à d'habitude, il ne fait pas chaud, et les seules odeurs sont celles de vomi et de moisi. J'accélère le mouvement quand la porte se ferme toute seule. Je m'y précipite, et impossible de l'ouvrir. Je tente de me calmer et vais jeter un coup d'œil du côté de la chaufferie. J'avais remarqué qu'il y avait une autre porte dans le fond, peut-être une autre sortie. La chaudière, malgré le froid ambiant, fait un bruit de ronronnement particulièrement fort. J'ouvre avec difficulté la porte et reste sans voix. Ce n'est pas du tout une sortie, mais plutôt un genre de salon, hôtel. Je ne sais pas trop à quoi ni à qui ça pouvait servir. Cette pièce est vraiment étrange. Elle devait faire des cérémonies et peut-être se reposer. Dans la pièce, il y avait plusieurs niches creusées à même le mur, et au centre, 5 piliers s'élevaient, avec un petit autel couvert de vieilles bougies, avec au milieu quelques ossements. Il y avait également un grand canapé en cuir. C'était très curieux et terrifiant, voyant bien que ce n'était pas par là que je pourrais sortir, et me doutant que je n'avais nullement le droit d'être ici, j'ai refermé la porte et suis reparti dans la buanderie. Là, j'ai vu que la tache semblait avoir grandi, comme si des cheveux avaient poussé tout autour. Elle semblait me fixer, et je me suis mise à tambouriner sur la porte jusqu'à ce que, comme si rien ne s'était passé, cette dernière s'ouvre. Et la chaleur était revenue dans la pièce. J'ai vite refermé à clé et suis partie me coucher. Je n'ai jamais réussi à obtenir la moindre explication pour ce qui s'était passé, et je n'ai jamais osé parler de cette pièce secrète. Lors d'un week-end ensoleillé, comme tant d'autres à La Réunion, avec mon meilleur ami Titi, nous nous sommes finalement décidés à aller voir une maison qui titillait notre curiosité depuis un bon moment. Car Titi et moi avions pris l'habitude de profiter de la fraîcheur de la fin de journée en montant sur un petit rocher surplombant un champ de canne et une forêt de canneliers dont les effluves nous parvenaient grâce aux alizés. De ce point en hauteur, on pouvait apercevoir le toit d'une vieille case de type colonial apparemment abandonnée. On voyait la végétation devenir de plus en plus dense, et on s'est dit que c'était le moment avant que son accès ne soit devenu impossible à cause des végétaux. Le sentier pour la rejoindre longeait un champ de canne à sucre. S'il n'était pas difficile d'accès, il était par contre encombré de branches et de vignes marronnes, ce qui confirmait que personne n'avait dû l'emprunter depuis un moment. Au bout de quelques centaines de mètres, dans une chaleur écrasante, nous avons fini par traverser le champ de canne et arriver à la forêt de canneliers. Les arbres sentaient très bon, mais le chemin paraissait plus long que ce qu'on envisageait. Heureusement, la brise qui soufflait nous rafraîchissait, car pour le moment, la maison n'était pas du tout visible. Mais après le soleil brûlant et la chaleur étouffante,
Cette fraîcheur des sous-bois était la bienvenue. On savait qu'on était plus très loin grâce à une ligne de palmiers bonbonnes qui était sûrement là pour marquer l'allée centrale de l'ancien jardin, aujourd'hui totalement invisible sous la végétation. Et là, étrangement, alors qu'il n'y avait plus l'ombre des canneliers, l'air ambiant était comme traversé par une atmosphère froide. J'ai regardé Titi d'un air gêné, avec un petit rire aigu, et il avait la même expression que moi, sans pour autant la verbaliser. Mais c'était pas à la première petite émotion que nous allions renoncer à notre expédition. Sans se dégonfler, on a continué à avancer pour arriver enfin devant la maison. Une belle bâtisse de style colonial comme on en voit sur certaines cartes postales. Elle était couverte de bardeaux de bois à la peinture écaillée et vieillie. Il y avait des lambrequins quasiment intacts et une belle varangue au niveau de l'entrée. Par contre, toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient condamnées par des planches en bois cloutées depuis l'extérieur. On était content et satisfait de notre découverte et on commençait à imaginer l'histoire des nombreux anciens propriétaires qu'elle avait dû avoir. On se demandait aussi qui avait bien pu vouloir habiter une telle demeure aussi grande et si isolée. On brûlait d'impatience à l'idée de pouvoir visiter l'intérieur. Nous avons alors entrepris de faire le tour de la maison, mais en dehors de la façade curieusement préservée, tout le reste semblait envahi par la végétation luxuriante. Et mon éternel amour pour les fourmis et les araignées ne me donnait pas particulièrement envie de tenter l'aventure. C'était sans compter sur Titi et son incroyable motivation. Il a su trouver les mots pour me convaincre en m'assurant que je ne tomberais sur aucune babouque ou fourmi rouge. On s'est alors frayé un chemin à travers les lianes à la recherche d'une éventuelle entrée, que l'on trouva à l'arrière de la bâtisse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le dos de la maison était beaucoup moins attrayant que la façade, et plus effrayant aussi. Une odeur d'humidité à la limite du supportable nous a mis mal à l'aise. Mais on avait trouvé. Ça aurait été bête de renoncer à cause de quelques odeurs de moisi. On avait déjà senti pire. En plus, une des fenêtres avait vu les planches qui la condamnaient tomber, probablement à cause de l'extrême humidité. Une fois fait sauter ce qui restait de planches, il y avait suffisamment d'espace pour que l'on puisse se glisser à l'intérieur. Bien sûr, ce fut plus facile pour moi que pour Titi qui avait un gabarit beaucoup plus imposant. Juste avant de rentrer, on a remarqué que le ciel s'assombrissait et on s'est dit qu'il faudrait faire vite si on ne voudrait pas choper le gros grain. Je suis rentrée la première dans l'obscurité de la maison et je n'ai pas aimé. J'ai dû passer la tête là. Je suis rentrée la première dans l'obscurité de la maison et j'ai pas aimé. J'ai dû passer la tête la première et mettre mes mains par terre dans la poussière avec l'angoisse de tomber sur un gros cafard. C'était si sale que j'étais incapable de dire si c'était du carrelage ou du parquet. En plus, nous n'avions pas pensé à prendre de lampe de poche. Étant parti avec le jour et une telle lumière, j'avais pas anticipé la pénombre de la maison. Je n'avais que mon petit Motorola pour m'éclairer, et c'était pas génial. Pendant que mes yeux essayaient de s'habituer à la faible luminosité, Titi pénétrait dans la maison avec autant de grâce qu'un éléphant. Bon, c'est pas cool pour les éléphants, que je trouve d'ailleurs plutôt majestueux. Apparemment, on était dans ce qui semblait être un salon. Un beau salon, avec de grands ventilateurs au plafond et de grands canapés en cuir. À notre surprise, il y avait encore beaucoup de meubles. Notre excitation monta d'un cran en se demandant si c'était pareil partout et si tout était encore là. Dans ce grand living, il y avait aussi un imposant lustre plein de pampilles ternies par la poussière, des meubles cossus a priori des années 50 et de nombreux tableaux et portraits semblant remonter bien plus loin dans le temps. Et j'ai frissonné. Il faisait froid dans la maison et l'humidité dans l'air, en plus de l'odeur
créait une ambiance vraiment désagréable, mais pas suffisamment pour nous faire renoncer. Du salon partait un premier couloir menant à la cuisine dans laquelle un chien avait dû s'en prendre à une poule, au vu de la quantité de plumes qu'il y avait et des traces de sang. N'ayant pas tellement envie de trouver la carcasse de la pauvre bête, ni les vers qui pouvaient les accompagner, nous n'avons pas poursuivi nos investigations de ce côté-là, et avons préféré retourner dans le salon. Au moins il y avait un petit peu de soleil qui arrivait péniblement à percer entre les lattes de bois. Le second couloir nous a conduit à une déception, puisque la première porte à laquelle il menait était verrouillée. Mais la seconde, elle, était fermée, mais pas verrouillée, et lorsqu'elle s'ouvrit, elle laissa s'échapper une horrible odeur de pourriture et de moisi. C'était atroce. J'ai toussé et essayé de ne pas vomir, pendant que Titi renvoyait tout son déjeuner sur le vieux plancher du couloir, ajoutant une nouvelle couche d'odeur. J'ai rapidement refermé sans chercher du regard d'où pouvait provenir cette puanteur. Probablement due à la mort d'un rat, de plusieurs même, Burke. On a continué à longer ce couloir humide vers une autre pièce d'où l'odeur, bien que moins puissante que dans la précédente, nous la rappelait fortement. Sur le sol, on trouvait à nouveau des traces de sang, mais aussi des touffes de poils de différentes couleurs, surtout blanc ou noir. Il y avait aussi des traces d'éclaboussures de sang sur les murs, et ce qui ressemblait à des excréments. C'était dégueulasse et flippant. Et posé dans un coin de la pièce, il y avait 2 petites cages, genre cage à poules ou à lapins. En les éclairant, j'ai sursauté. Dans la première, il y avait plusieurs cadavres de chats plus ou moins décomposés, d'où l'odeur. Et dans l'autre, des têtes de chats et des os. J'étais de plus en plus gagné par la peur, mais l'adrénaline et l'envie de comprendre nous a poussés à continuer notre périple. Nous avons emprunté le 3e et dernier couloir, jonché de crottes de chiens, et qui amenait à un escalier. Pris d'un doute, on s'est regardé. Titi étant plus corpulent que moi, il ne fallait pas qu'il passe au travers des marches, ou même du plancher à l'étage. Après concertation et hésitation, on y est allé tout en douceur. Le soulagement à l'étage, voyant que la lumière extérieure éclairait la plupart des pièces. Par contre, il y avait des poupées sans tête. Pas génial pour l'ambiance. La première salle était juste une salle de bain d'un autre siècle dont j'ai rapidement refermé la porte à cause d'une énorme araignée. La seconde porte donnait sur un bureau poussiéreux. C'est la 3e porte qui nous a révélé une chambre d'enfant dans laquelle tout était intact. Le pire étant qu'il n'y avait pas la moindre poussière. La pièce semblait d'une autre époque et comme figée dans cette autre époque. Cela nous a terrifiés. On s'est regardé un peu incrédule. Comment était-ce possible? Le lit était fait. Il y avait même un dessin d'enfant et quelques crayons posés sur une petite table. Pourquoi? Comment? Et qu'y avait-il du coup dans la dernière pièce? Il ne nous restait pas beaucoup de temps et on voulait essayer de comprendre. On gravit les dernières marches, puis on pousse doucement la porte de la chambre. Mais cette fois, pas de lit. Juste un matelas dans un coin de la pièce. Au centre, les restes en décomposition de ce qui semblait être un énorme chien avec un sabre à canne planté dans le crâne. La découverte de trop. Sans chercher à comprendre cette fois, on est sorti aussi vite qu'on a pu et on a fait le chemin du retour sous les étoiles, alors que, normalement, il aurait dû faire encore bien jour. Nous n'avons pas échangé un mot de tout le chemin et nous n'en avons jamais reparlé. J'ai aménagé dans la ville de mon petit ami et j'ai enfreint la seule règle que je ne devais pas enfreindre. Et maintenant, j'ai trop peur pour sortir. J'ai rencontré mon petit ami, appelons-le Dan, alors que je vivais dans une ville animée. Il travaillait dans le même bureau que moi. Nous nous connaissions depuis environ 1 ou 2 ans lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Il me racontait des histoires sur sa ville natale et les activités paranormales qui s'y déroulaient. Il faisait partie de ces personnes profondément intéressées par le paranormal. Je ne croyais pas à ces histoires, parce que je ne croyais pas aux trucs paranormaux.
Il avait l'air, lui, toujours plein de vie à chaque fois qu'il m'en parlait, ou qu'il me racontait les histoires qu'il avait entendues d'autres personnes. Quelques mois après que nous ayons commencé à sortir ensemble, il a trouvé un emploi dans sa ville natale et y a déménagé. Je voulais le suivre, mais je ne trouvais pas d'offre d'emploi, pendant les premiers mois du moins. J'ai postulé pour quelques emplois dans sa ville et j'en ai finalement décroché un. J'avais tellement hâte de le revoir, car je ne l'avais pas vu depuis des mois. Je me souviens de la façon dont Dan et sa famille m'ont accueilli à bras ouverts lorsque je suis arrivée. Ils m'ont donné de la délicieuse nourriture, des spécialités de chez lui, et j'ai facilement noué des liens avec sa famille. En plus de ses parents, il avait une petite sœur adorable qui représentait beaucoup pour lui. Sa sœur s'appelait Lily. C'était une petite fille timide et calme, qui ne parlait presque à personne. Dan m'avait raconté combien de fois Lily était tombée malade et qu'aucun médecin n'arrivait à trouver ce qui n'allait pas chez elle. Et son silence habituel n'aidait pas. Dan me racontait comment lui et sa famille pensaient que quelque chose d'autre rendait Lily si souvent malade. Le jour où sa famille m'a accueillie, son papa, Tim, m'a amené dans sa chambre. Je me demandais ce qu'il voulait faire. Et il me dit, le regard fixé sur moi. « Ma fille, j'ai entendu dire que tu vas vivre dans cette ville. » J'acquiesce d'un signe de tête. « Alors, il y a des règles que vous devez suivre. Ne pêchez pas sur la jetée après minuit. N'allez pas dans les bois après 21h. Et enfin, ne vous approchez pas de la plage sud au coucher du soleil. Cette dernière règle est celle que vous ne devez jamais enfreindre en toutes circonstances. » Là encore, j'acquiesce silencieusement, même si je ne croyais pas en ces choses. Je ne voulais pas l'offenser, bien que je pensais que tout devait avoir une explication scientifique, et que les choses paranormales étaient inventées par des gens pour passer le temps ou se divertir. Après cela, je suis retournée avec le reste de la famille et la suite de la journée s'est déroulée normalement. Évidemment, il était encore trop tôt pour aménager ensemble. Ne pouvant pas rester plus longtemps chez Dan, j'ai réussi à louer un petit appartement près de chez lui. Nous avions des rendez-vous de temps en temps au fur et à mesure que je m'habituais à sa vie. Même si je ne croyais pas à ce que son père avait dit, j'avais évité d'enfreindre les règles qu'il m'avait mentionnées, ne serait-ce que par respect pour lui. Un jour, alors que nous avions un rendez-vous dans un café local, j'ai évoqué ce dont son père avait parlé, sa liste de règles. « Oui, tant que tu n'es pas là aux heures mentionnées par mon père, tu es en sécurité. » La réaction de Dan m'a surprise. Je dois admettre, le caractère effrayant de ces règles m'atteignait. Au début, j'avais pensé que tout cela n'était qu'un stratagème de son père pour m'effrayer ou s'amuser un peu. Mais vu que lui-même validait ces règles, je n'en étais plus si sûre. Au fur et à mesure que je m'habituais à la ville, j'allais sur cette belle plage pour me détendre. Et j'utilisais une balançoire légèrement dans les bois qui menait à la plage, et de là j'avais une très belle vue. Il y avait toujours cette gentille vieille dame, Mathilda, qui me parlait à chaque fois qu'elle me voyait là-bas. Elle y venait presque tous les soirs afin de chercher du bois. J'ai apprécié ces jours-là. J'ai apprécié nos conversations. Elle me racontait des histoires du passé, de l'époque où elle était jeune. Et tous les jours, quand le coucher du soleil approchait, elle se précipitait chez elle, après bien m'avoir dit que je ne devais pas rester plus longtemps, même si je ne l'aurais pas fait sans qu'elle me le dise. Et un jour, alors que je me détendais sur un banc, à la plage, le soir, je me suis endormie. Juste parce que la nuit précédente avait été très mauvaise et que j'étais simplement fatiguée. J'ai fait un étrange cauchemar où un vieil homme m'étranglait alors que j'étais sur le banc. Je me suis réveillée en sursaut. Bien sûr, personne n'était là. C'était calme, avec le bruit des vagues qui claquaient. Il faisait sombre, avec des nuages dans le ciel ombragé de rouge. J'ai regardé l'heure, c'était déjà le coucher du soleil. Tout d'un coup, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Comme si je n'étais pas seule. Je suis vite retournée dans les bois pour rentrer chez moi. Alors que je traversais le petit bout de forêt, j'ai vu la vieille dame, la même qui me parlait régulièrement. Elle était complètement immobile, le dos tourné. Je ne l'ai remarqué que lorsque je me suis suffisamment rapprochée d'elle. Elle n'avait pas de pieds, enfin, je veux dire, elle planait au-dessus du sol. Elle s'est retournée pour me regarder. Ses orbites étaient vides et elle souriait jusqu'aux oreilles. C'était humainement impossible. À l'instant où ça s'est produit,
J'ai entendu des rires de femmes venant de toutes les directions. Ils avaient l'air hystériques. Je me bouchais les oreilles et détournais mes yeux d'elle. Puis, quand j'ai regardé où elle se trouvait auparavant, elle avait disparu. J'ai couru le plus vite possible. Les rires étaient toujours là, résonnant dans toutes les directions. Leur volume ne changeait pas, peu importe où j'allais. Je me suis bouché les oreilles et suis rentrée chez moi le plus vite possible. Les gens dans la rue me lançaient des regards bizarres, comme s'ils regardaient quelqu'un devenu fou. Dès que je suis rentrée dans ma maison, les rires se sont arrêtés. C'était aussi calme que ça l'avait toujours été. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai eu le courage de regarder par la fenêtre. Rien n'était extraordinaire. J'ai regardé le coucher du soleil et me suis demandé si ça allait continuer. À ce moment, les avertissements de Tim se répétaient dans ma tête. Ne vous approchez pas de la plage sud au coucher du soleil. Je me demandais si c'était ça la plage dont il m'avait parlé auparavant. J'étais inquiète de ce qui pourrait arriver ensuite. J'ai arrêté d'aller à cette plage, mais le sentiment était toujours là. J'avais l'impression que quelque chose m'observait, peu importe où j'allais. Parfois, je sentais quelqu'un toucher mon épaule ou tirer légèrement mes vêtements. Et personne n'était là quand je me retournais pour regarder. Je n'en ai pas parlé à Dan, ni à personne. Je croyais que c'était mon fardeau, à moi seule. Je n'ai pas non plus vu la vieille femme pendant plusieurs jours. Depuis l'événement, j'ai utilisé mon temps libre pour me promener plutôt en ville. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là, et je ne voyais jamais la vieille femme lorsque je me promenais en ville. De nombreux jours se sont écoulés ainsi, sans autre incident. Un jour, alors que je rentrais du travail, j'ai remarqué la vieille dame qui se tenait là, dans les bois. Elle m'a fait signe de me rapprocher, mais franchement, j'avais trop peur pour aller vers elle. Elle n'arrêtait pas de me faire des gestes, mais j'essayais de n'y prêter aucune attention. En passant à côté d'elle, j'ai rapidement jeté un coup d'œil. Elle avait l'air normale, comme d'habitude. Je n'arrivais toujours pas à me remettre de ce qui s'était passé et d'à quel point elle avait eu l'air effrayante au coucher du soleil la dernière fois que je l'avais vue. Mais, en voyant à quel point elle avait l'air normale, je me suis dit que ce que j'avais vu l'autre jour devait être le fruit de mon imagination. Dès que je me suis approchée d'elle, elle a souri. « Hé, ma fille, cela fait un moment que nous ne nous sommes pas vus. Comment vas-tu ?»« Je vais bien, je suppose. »« Sally, j'ai un cadeau pour toi. Peux-tu venir avec moi ?» demanda la vieille dame avec un petit soupçon d'impatience. Bien sûr, je suppose, même si j'étais quelque peu hésitante. Après m'avoir fait signe de la suivre, elle m'a amenée chez elle en ville. C'était magnifique, comme si la maison avait été construite hier. C'était très lumineux, mais en entrant chez elle, j'ai remarqué quelque chose. C'était extrêmement calme. « Vivez-vous seule ici ?» je lui ai demandé d'un ton curieux. « Oui, j'ai quelques enfants, mais ils ne sont pas tous en ville. » Elle m'a conduit dans le salon et m'a fait signe d'attendre. La maison était bien éclairée, avec beaucoup de petites lumières colorées. On aurait dit que la maison était préparée pour une fête. Peu de temps après, elle m'a apporté une part de gâteau au chocolat. « Prends une bouchée, ma chérie, » dit-elle avec empressement. Sans perdre de temps, je pris une bouchée du gâteau au chocolat. Mais dès que j'ai fait ça, ça avait un goût de boue et je l'ai immédiatement recraché. La vieille dame était toujours là, m'observant avec attention. Elle a commencé à rire. « Sally, prends une autre bouchée. »« Ça a un goût horrible. » Elle avait l'air déçue. Et puis elle a pris la part de gâteau et est sortie du salon. J'étais perplexe quant à la raison pour laquelle le gâteau avait un goût de boue aussi ignoble alors qu'il s'agissait clairement d'un gâteau au chocolat. J'en avais encore le mauvais goût dans la bouche. C'était suffisant pour me donner extrêmement la nausée. J'avais vraiment envie de vomir, je ne pouvais plus rester là. Alors je suis sortie de la maison et me suis précipitée vers la mienne. Je recevais à nouveau des regards bizarres de la part des gens dans la rue, comme si j'étais une personne folle. Je ne pouvais pas m'arrêter pour y penser à ce moment-là, j'avais bien trop la nausée. Dès mon retour à la maison, j'ai couru à la salle de bain pour vomir. Je n'ai absolument pas regardé et tiré aussitôt la chasse d'eau. Mon corps tout entier était faible, comme si j'avais une forte fièvre. Je me suis allongée sur mon lit pour me reposer et me suis endormie brièvement. J'ai été réveillée par la sonnerie de mon téléphone. C'était Dan qui m'appelait. Il avait l'air inquiet. « Bébé, ça va ?»« Ouais, je vais bien. J'ai juste un peu la nausée, c'est tout. Je me sens mieux maintenant, » dis-je sans réfléchir. C'est bien. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'étrange.
il resta inhabituellement silencieux et ne dit rien pendant un moment. Bébé, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Que faisais-tu au cimetière? Un frisson me parcourut le dos. J'étais vraiment perplexe face à ces paroles. Je suis allée dans aucun cimetière. Quoi? Je ne suis pas allée au cimetière. Je n'y suis même jamais allée depuis que je suis arrivée dans cette ville. Bébé, beaucoup de gens t'ont vu au cimetière, en train de manger de la terre. Tu es parti avant que quiconque puisse intervenir. Entendre cela m'a glacé le sang jusqu'au plus profond de moi. Étais-je en train de perdre la tête? Est-ce que je mangeais réellement de la terre dans le cimetière? Ou est-ce que les gens m'ont pris pour quelqu'un d'autre? En me rappelant ce qui s'était passé en fin de journée, j'en suis arrivée à la conclusion que mon petit ami disait probablement la vérité. Nous avons parlé un peu plus et il avait l'air vraiment inquiet. Après ça, il a raccroché et le lendemain, alors que je terminais mon travail, Tim m'a appelé et m'a demandé de venir le plus tôt possible. Alors j'y suis allée. J'ai frappé à la porte d'entrée et Dan m'a ouvert avec un air terriblement inquiet et tracassé. Il m'a fait signe d'entrer, m'a conduit dans le salon et m'a fait asseoir sur le canapé. Il s'est assis juste à côté de moi et m'a serré la main. Quelques instants plus tard, Tim entra dans le salon et s'assit à côté de Dan. Et il a commencé. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez fait des choses douteuses dans le cimetière. Il y avait du silence dans l'air. J'ai hésité à parler, mais Tim brisa le silence. Eh bien, c'est arrivé parce que tu as dû rester sur la plage sud au coucher du soleil. En fait, il avait raison. Son expression se transforma en une expression légèrement en colère. Ma fille, je vous l'ai dit clairement, ne restez pas sur la plage sud au coucher du soleil. Je lui expliquai en détail ce qui m'était arrivé là-bas, ainsi que tout ce qui s'est passé entre moi et la vieille dame. Je vois. Vous voyez cette vieille dame presque tous les soirs. Oui, Comment as-tu dit qu'elle s'appelait? Mathilde. Les yeux de Tim s'écarquillèrent. J'ai regardé Dan. Il avait la même réaction. Il y eut un silence pendant quelques instants. Tim a pris une voix solennelle et m'a dit « Mathilda est morte il y a des années. C'est ma mère, la grand-mère de Dan. » Cela m'a profondément choquée. Je ne pouvais pas y croire. Cela signifiait que la vieille dame à qui je parlais depuis le début était la grand-mère de mon chéri. Les questions surgissaient dans ma tête les unes après les autres. Pourquoi la vieille dame a-t-elle menti sur la distance de ses enfants si c'était un fantôme? Est-ce qu'elle était méchante ou quoi? Je ne comprenais plus rien. Alors, c'est la forme qu'elle a pris, hein? Dit Tim, comme s'il se parlait à lui-même. Que veux-tu dire? Cette vilaine chose, ce n'est pas réel. Elle n'est pas réelle. Ce n'est qu'une forme parmi tant d'autres que prend cette vilaine chose. Même ma fille, Lily. Tim s'arrêta brusquement, et Dan le rassura en lui tenant la main. Alors il continua. Ma fille, Lily. Cette chose la tourmente aussi. Nous ne l'avons réalisée que récemment. J'étais choquée. Donc la chose qui rend Lily malade tout ce temps, c'est cette chose-là? Et presque à ce moment-là, Lily entra dans la pièce. Elle m'a regardée et a souri. Monsieur Humphrey vous aime bien, grande sœur. Monsieur Humphrey veut que sa grande sœur passe du temps avec lui. Viens. Avant que je ne puisse répondre, elle fut repoussée par une force invisible, et elle a commencé à lutter contre quelque chose au sol, comme si une chose invisible essayait de l'étrangler. Avant que nous puissions l'atteindre, elle s'est arrêtée, et elle s'était évanouie. Tim l'a pris dans ses bras en pleurant. Il murmurait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Après cela, il sortit de la pièce. Je pouvais voir Dan se couvrir le visage avec ses mains en pleurant. J'ai essayé de le consoler du mieux que j'ai pu. Quand il s'est finalement calmé, il a commencé à tout me dire. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Un soir, alors qu'il faisait un barbecue près du bois avec des voisins, Lily jouait avec quelques petites filles de son âge. Ils la quittèrent des yeux un instant et elle disparut dans les bois. Ils l'ont cherchée partout pour la trouver immobile sur la plage sud au coucher du soleil. Et depuis cet événement, elle agissait ainsi et tombait fréquemment malade, ne pouvant plus sortir de la maison. Selon Dan, il se trouvait à une distance sûre de la plage sud et n'avait aucune idée de la façon dont Lily était allée jusque-là, seule, à travers les bois. Il n'y avait aucun doute dans ma tête à ce sujet. Lily avait vécu la même chose que moi. Dan m'a également dit que les personnes qui ont été ciblées par l'entité la voient sous différentes formes. Pour moi, c'était sous la forme de sa grand-mère. Pour Lily, quelque chose d'autre.
Dan m'a dit que quelqu'un avait été brutalement assassiné par des voyous sur la plage sud, au coucher du soleil il y avait à peu près 40 ans. Je savais bien où il voulait en venir. C'était son esprit vengeur qui hantait la plage sud. Évidemment, c'était beaucoup à prendre en compte pour moi. Mon monde entier a changé en l'espace de quelques jours. Par-dessus tout, je savais que quoi qu'il en soit, ce n'était pas fini pour moi. Au fond de mon cœur, je souhaitais que cette chose me laisse tranquille. Autant que je ne voulais pas croire que c'était réel, autant je le faisais. Je me demandais pourquoi les autres allaient bien, alors même qu'ils allaient à la plage sud au coucher du soleil. Pourquoi Lily? À ce jour, je ne le saurais jamais, et Dan ne semblait pas plus avoir de réponse. Les jours suivants, l'activité s'est intensifiée. J'entendais des rires lointains, des conversations presque à chaque fois que je sortais. L'activité a commencé à se produire partout, sauf chez moi. L'autre jour, en terrasse, ma tasse de café a été poussée par une force invisible, la brisant en 1000 morceaux lorsqu'elle a heurté le sol. Une autre fois, je voyais des ombres se déplacer à des vitesses humainement impossibles. J'ai donc réduit le temps que je passais dehors. Sur mon lieu de travail, ça s'est également aggravé. Les figures de l'ombre que je voyais là-bas ont évolué vers des entités contre nature. Un jour en particulier, alors que je travaillais au-delà des heures normales, sans personne d'autre que moi, j'ai aperçu quelque chose dans le coin de mon œil. Dans une cabine, dans la même rangée que la mienne, j'ai vu un visage, semblable à une ombre, centré à l'exception de son œil gigantesque. Seule la moitié de son visage était visible. J'ai sursauté. Je ne l'ai vu qu'un instant. Je n'ai pas quitté des yeux la cabine dans laquelle il se trouvait et je suis allé vers elle. Et bien entendu, la cabine était vide. J'avais trop peur à ce moment-là, alors j'ai décidé de rentrer chez moi. En arrivant à la sortie, j'ai vu une créature, la même créature d'avant, avec ses yeux gigantesques. Cette fois, son visage était visible, un visage déformé. Et le pire était son corps, qui ressemblait à un mélange d'un culturiste avec une araignée. Il avait comme 8 pattes sur un torse humain. En le voyant, j'ai entendu des femmes hystériques rire de toutes parts. Du moins, c'est ce dont je me souviens avant de m'évanouir. Le lendemain, tôt le matin, je me suis réveillée dans le cimetière, sans savoir comment j'y étais arrivée. J'ai regardé les parties visibles de la route, il n'y avait personne autour. Normal, puisque c'était tôt le matin après tout. Je me suis rapidement précipitée vers ma maison, mon corps souffrant de douleur. Une fois arrivée chez moi, j'ai décidé d'appeler quelqu'un, n'importe qui puisse m'aider. J'ai cherché mon téléphone dans mes poches pour me rendre compte qu'il avait disparu. J'avais bien trop peur pour retourner dehors, donc je ne pouvais pas me permettre d'aller chercher mon téléphone. J'ai décidé de prendre une douche avant d'aller me coucher. Le poids que j'avais ressenti tout le temps avait disparu dès que je suis rentrée dans ma chambre. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les blessures sur mon corps. Il y avait des égratignures et des contusions partout. Qu'est-ce qui m'est arrivé la nuit dernière? L'image de la créature, ressemblant à une araignée, persistait dans ma tête. Ses yeux gigantesques, son visage déformé. J'espérais si possible ne plus jamais revoir cette créature. Je me suis allongée sur mon lit pour me reposer un peu, et peu de temps après j'ai entendu des coups sur la porte. J'ai ouvert et c'était Dan. Il avait l'air inquiet et triste. Il m'a demandé de tout lui raconter, ce que j'ai fait. Il a appelé son père et lui a raconté toute l'histoire. Et ils m'ont proposé de m'aider. J'avais entendu dire que Lily avait vécu une expérience similaire et qu'avec l'aide de quelques exorcistes, ce n'était plus aussi intense. Depuis, je ne sors plus beaucoup de chez moi. Je suis actuellement avec un congé, car il m'est impossible de travailler. J'ai vu quelques exorcistes, mais mon état ne s'est pas amélioré. Chaque fois que je sors de chez moi, je vois dans l'ombre cette créature ressemblant à une araignée qui me regarde. Parfois il disparaît, d'autres fois il court vers moi à une vitesse inhumaine et je m'évanouis, pour me réveiller avec des égratignures sur tout le corps. Oh, j'ai aussi compris que rester dans ma maison l'éloignait. Je passe donc de plus en plus de temps chez moi. Dan m'aide avec la nourriture et les courses. Dieu merci, j'ai un merveilleux petit ami comme lui. J'ai trop peur pour sortir. En même temps, je souhaite me débarrasser de cette malédiction, fantôme, araignée ou quoi que ce soit. Je resterai donc à l'abri dans mon refuge, jusqu'à ce que des exorcistes parviennent
me débarrasser de cette entité.